Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour savoir et comprendre, vous le savez. Pour intervenir, ce n'est pas compliqué. Vous avez un numéro de téléphone à votre disposition, le 0826 300 300. 0826 300 300 pour intervenir sur tous les sujets d'actualité que nous allons développer. Ce matin, nous allons enfin essayer de lever le mystère sur le prix de l'électricité. L'électricité en France est-elle si chère que cela? Nous allons comparer avec le reste de l'Europe. Nous allons faire la différence entre le prix payé par les particuliers et le prix payé par les entreprises. Quelles sont les raisons de la cherté du prix pour les entreprises? Comment est vraiment calculé le prix de l'électricité? Nous ne comprenons rien au calcul du prix de l'électricité. Eh bien, nous allons tout à l'heure, entre midi et demi, essayer de répondre à cette question essentielle. 8 ans, la nuit dans la rue. 8 ans, la journée en classe. Oui, des enfants sont à la rue à Paris, dorment dans la rue la nuit et vont en classe le jour. Des parents d'élèves se mobilisent. Pas d'enfants à la rue, disait il y a peu le ministre du Logement Olivier Klein. Nous allons aborder le sujet entre 10h30 et 11h. 11h, 12h, débat après les déclarations de l'acteur Omar Sy et la sortie aujourd'hui du film Les Tirailleurs. Alors, question, nous allons dépasser les polémiques. Est-ce que certaines guerres nous touchent plus que d'autres? Est-il normal qu'une guerre en Europe frappe davantage nos esprits qu'une guerre en Afrique? Nous en parlerons tout à l'heure, entre 11h et midi. Et puis, décision du gouvernement, les derniers tirailleurs sénégalais pourront rentrer définitivement dans leur pays d'origine et toucher leur minimum vieillesse. De quoi parlerons-nous encore? Tout à l'heure, entre midi et demi, nous écouterons Adrien Soro, chef étoilé, qui ferme son restaurant dans le Périgord à cause de l'inflation et du coût de l'énergie. Son témoignage. Après les boulangers, certains restaurateurs vont devoir fermer à cause du coût de l'énergie. Et puis ce premier sujet. La ville de Pantin devient Pantine. Oui. Pantin devient Pantine pendant 1 an. Ciao Pantin, bonjour Pantine. La ville de Seine-Saint-Denis change de nom et s'appellera Pantine pendant 1 an. Le maire, le socialiste Bertrand Kern, veut interpeller en ajoutant la lettre E, une féminisation expliquée par le maire. Pantin s'appellera pendant 1 an Pantine. Nous rajouterons un E au nom de la ville parce que ainsi nous voulons interpeller. Nous voulons qu'il y ait une prise de conscience sur cette égalité entre les femmes et les hommes qui n'est pas encore parfaite. Même s'il y a eu des améliorations ces dernières années, pour autant, les femmes sont moins payées que les hommes, pour autant, les femmes s'interdisent certains métiers, pour autant, la place de la femme dans l'espace public n'est pas toujours bien acceptée par les hommes. Alors en 2023, Pantin s'engage résolument pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Avec nous en direct, Geoffrey Carvalhinho, qui est conseiller régional d'Île-de-France, élu LR à Pantin. Donc, Geoffrey Carvalhinho, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Alors, pourquoi contestez-vous cette décision du maire de Pantin? Mais écoutez, moi je pense que c'est un mauvais coup de communication. Vous savez, lors du dernier conseil municipal, nous avons voté un vœu. J'avais moi-même proposé que la grande cause communale de l'année 2023, ce soit la lutte contre les violences faites aux femmes. Et le maire m'avait dit, écoutez, j'aimerais qu'on fasse en sorte que notre vœu soit commun et que ce soit la grande cause communale, l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes. Moi j'ai dit, écoutez, on y va. Mais il n'était absolument pas question de changer le nom de la commune de Pantin en Pantine. Donc je trouve que ce procédé est très mauvais, c'est un mauvais coup de communication, alors que c'est une cause qui doit tous nous rassembler unanimement, quelle que soit notre tendance politique. Geoffrey Carvalhinho, la population de Pantin est très partagée sur cette décision du maire. Certains trouvent ça bien, d'autres moins bien. Écoutons Antonia, qui habite Pantin, justement, en Seine-Saint-Denis. Bonjour Antonia. Bonjour. Vous trouvez ça bien ou pas? Moi, je vois pas ce qu'il y a de mal à justement à changer, à rajouter le E, puisque Pantin est avant tout un territoire d'expérimentation et apporter un peu de douceur symboliquement, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ça apporte de la douceur et ça met en avant les violences faites aux femmes et les inégalités. Alors, par rapport à ça, je pense que c'est important de ne pas tout confondre non plus.
c'est pas parce qu'on va rajouter un E que ça va tout changer. Pantin reste quand même avant tout une ville qui historiquement est très populaire et industrielle, qui s'est construite comme ça. Et donc, pour faire changer les mentalités, il faut du temps, il faut vraiment des initiatives profondes. Enfin, donc, rajouter un E, c'est plus pratique, mais c'est déjà un premier pas. C'est un premier pas. Geoffrey Carvalho, vous entendez, Antonia, qui habite Pantin? Ce que j'ai envie de lui dire, c'est que quand le maire fait ce coup de communication, ça ne suit pas en réalité de budget alloué à l'égalité femmes-hommes. Je vous prends un premier exemple sur l'égalité salariale dans l'administration de Pantin. Il y a beaucoup plus de femmes qui travaillent que d'hommes, mais il faut savoir que les femmes sont moins bien rémunérées que les hommes. On reste encore un effort à faire sur la féminisation des noms des rues. Il y a certains quartiers où des femmes ont peur de rentrer tard le soir parce que nous n'avons pas une police municipale équipée et moderne, performante 24 heures sur 24. Et donc, moi aussi, ce que je reproche au maire, et je le fais depuis des années, je suis élu à Pantin depuis 2014, c'est qu'il n'agit pas concrètement sur cette question qui doit tous nous rassembler, qui est l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes. Les résultats ne sont pas là et en plus, aujourd'hui, on a un mauvais coup de communication alors qu'on devrait agir concrètement et mettre des choses en place. Et ce que je n'ai pas constaté par rapport aux autres années lors de ce budget que nous avons voté là, en décembre 2023. Oui, Geoffrey Carvalho, ce qui est vrai à Pantin est peut-être vrai au niveau régional aussi. Est-ce que les femmes au conseil régional d'Île-de-France, vous siégez au conseil régional, est-ce que les femmes sont aussi bien payées que les hommes? Écoutez, déjà, il y a une femme qui est présidente de la région Île-de-France. Vous avez tous les postes de direction, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc, on avance sur ces questions-là. Et puis, notamment, on agit concrètement contre les violences faites aux femmes. Ça passe par l'aide à des associations, ça passe par l'aide au relogement, ça passe par l'aide à des associations victimes. Donc, on agit concrètement dessus et on aide justement les communes. Et Pantin a déjà fait appel à la région Île-de-France pour justement agir sur cette question. On aide beaucoup d'associations aussi localement. Et donc, côté région, on agit. Et mon rôle aujourd'hui d'opposition sur cette question qui doit tous nous rassembler, c'est de forcer la municipalité à mieux agir et de ne pas tomber en fait dans une mauvaise communication qui, pour moi, ne fait pas du tout avancer cette cause qui doit tous nous rassembler. Antonia, vous habitez Pantin. Être une femme à Pantin, c'est plus difficile ou pas dans le quotidien? Au quotidien, c'est vrai que j'ai beaucoup d'amies voisines qui me rapportent des problématiques liées justement à tout ce qui va être drague dans la rue, harcèlement. Donc oui, c'est une réalité, encore une fois. Il y a beaucoup d'hommes dans les rues. Voilà, c'est une ville qui est populaire et qui s'est construite aussi à partir de cette force-là aussi. Donc c'est moi ce que j'aime dans cette initiative, c'est que c'est une force, c'est une faiblesse et une force. Mais il ne faut pas oublier que elle s'est construite à partir de là, à partir de ça. Donc il faut le fait de transmuter justement cette ruguosité, cette violence, ce côté très masculin en quelque chose de féminin. Moi, c'est ça qui me plaît dans cette initiative. Après, évidemment, ça ne va pas changer du jour au lendemain. Non. Mais voilà, faut garder ça en tête. En fait, Pantin, c'est aussi une ville d'artistes, c'est aussi c'est une ville de poètes aussi. Donc il y a cette dualité qui existe. C'est ce qui fait sa force aussi. Donc voilà, l'idée c'est aussi de passer par une rééducation. Oui. Merci Antonia, merci d'avoir témoigné. Geoffrey Carvalho, merci. Si vous voulez réagir, c'est pas compliqué. Sur Sud Radio 0826 300 300. Évidemment, ça vous fait réagir. J'en suis absolument certain. Nous allons passer à toute autre chose, un autre sujet, mais c'est un sujet grave, particulièrement grave, parce que je me souviens de ce que disait le ministre du Logement il y a peu. Pas d'enfants à la rue, disait il y a peu, donc le ministre du Logement, Olivier Klein. Moi je veux bien, mais il y a des enfants à Paris qui vont à l'école le jour et qui passent leur nuit dehors ou
pour certains dans le Noctambule. Vous savez, ce bus qui circule toute la nuit. Eh bien, toute la nuit, avec leur mère, ces enfants roulent dans ce bus pour être au chaud. Il est 10h40, 11h moins 20, des parents d'élèves se mobilisent pour faire en sorte que ces familles soient logées. Il est 10h40, 11h moins 20, vous êtes sur Sud Radio. Merci, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Voilà un sujet qui nous tient à cœur et que je traite régulièrement. Il y a des enfants, toujours, qui dorment dans la rue la nuit et qui vont à l'école le jour. Moi, je me souviens, et je veux absolument prendre cette déclaration à la lettre. Pas d'enfants à la rue, disait il y a peu le ministre du Logement, Olivier Klein. Il y en a toujours des enfants à la rue. Olivier Klein, vous savez, ça, ce sont des formules un peu à l'emporte-pièce. J'aimerais bien d'ailleurs qu'il nous réponde, Olivier Klein, entre parenthèses. Mais enfin bon, pas d'enfants à la rue. Ben oui, il y en a qui dorment. Des enfants SDF qui dorment donc la nuit dans la rue et qui vont en classe à l'école. À Paris, par exemple, dans le 18e arrondissement, je vais appeler Sami Djemanoun. Sami Djemanoun est avocat d'une famille. Sami Djemanoun, bonjour. Oui, bonjour. Avocat d'une famille qui dort à la rue. Sami Djemanoun. Djemaoun, pardon. Famille qui dort à la rue. La famille, effectivement, qui dormait à la rue jusqu'à ce que j'obtienne des injonctions du juge du tribunal administratif de Paris pour qu'elle soit hébergée. Alors, une famille composée d'une maman et de combien d'enfants ? Alors, les deux audiences du Conseil d'État, hier, c'était une maman enceinte avec sa fille de 4 ans et une maman seule avec son enfant de 4 mois. Voilà. Donc deux familles, en quelque sorte, qui dormaient à la rue. Il y a dans le 18e arrondissement des parents d'élèves qui se sont mobilisés. Pourquoi ? Parce que une petite fille de 8 ans dormait avec sa mère sur un carton dans la rue, en plein Paris. Une autre fillette de 8 ans, scolarisée en CE2, et sa mère passait la nuit dans des cages d'escalier, porte de Clichy, à Paris toujours. Les parents d'élèves se sont émus et on saisit le juge des référés. C'est bien cela ? Effectivement, moi j'en suis à 20 saisines au total du juge des référés depuis le début du mois de décembre. Et la préfecture a été condamnée plusieurs fois et a fait appel sur cette décision pour les remettre dans la rue. Donc effectivement, la situation que vous décrivez, elle est réelle. Il y avait une famille, moi, qui dormait dans des cages d'escalier pour ne pas déranger les résidents de l'immeuble, venaient à partir d'1h du matin pour dormir et les enfants se levaient le matin pour aller à l'école à 8h, 7h, 8h. À 7h, 8h. Et évidemment, les enfants qui vont à l'école parlent de ce qu'ils vivent et ça a ému des parents d'élèves de cette école. Ouais. Effectivement, il y a eu une mobilisation très humaine de la part de ces parents d'élèves. Moi, c'est des dossiers pour lesquels je ne m'en étais pas saisi. Moi, c'est des dossiers pour lesquels j'ai saisi le juge. Ce sont des autres dossiers. D'autres dossiers, mais de familles et d'enfants qui dorment à la rue. Bien sûr, bien sûr. On peut estimer. Est-ce qu'on peut faire une estimation du nombre d'enfants qui dorment dans la rue à Paris ? Alors, ça faudrait demander au ministre du Logement qui a les chiffres, oui. Qui nous les produit régulièrement d'ailleurs en audience. Oui. Mais là-dessus, moi, je ne pourrais pas vous apporter d'informations très précises sur le nombre d'enfants qui dorment dans la rue. En revanche, ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que les déclarations de Charlotte Cobel et d'Olivier Klein tendant à dire plus aucun enfant dans la rue, l'engagement est tenu, sont complètement erronées. Oui. Et vont même à rebours de ce qu'on constate. Et ça va même plus loin, puisque au-delà de l'action un peu déclaratoire d'Olivier Klein, ils font même appel, alors même sur des ordonnances qui ont enjoint à la préfecture d'héberger des enfants, pour justement les remettre dans la rue. Alors ces familles doivent être hébergées d'urgence, puisque des enfants, on ne peut pas accepter des enfants qui restent dans la rue. Ces familles doivent être hébergées d'urgence, elles ne le sont pas. Pourquoi ? Alors, l'administration nous oppose un certain nombre d'arguments, au premier rang desquels les moyens.
dont dispose l'administration, le 115 est saturé et il faut prioriser sur la priorisation. Donc l'argument qu'on nous oppose à chaque fois, c'est il y a des familles en plus grand état de vulnérabilité dans la rue. Ce qui est problématique de deux points de vue. Premier point de vue, c'est que en disant ça, on accepte de prioriser sur la priorisation, mais surtout la préfecture nous apporte jamais la preuve qu'il y a plus grave qu'un enfant de 3 semaines dans la rue. Parce qu'on nous oppose cet argument pour des enfants de 3 semaines dans la rue comme pour des enfants de 11 ans. Donc c'est une défense qui commence un peu à s'essouffler et les moyens dont dispose l'administration ne sont pas à ce titre justifiés dans la mesure où on a bien vu qu'avec la crise et la guerre en Ukraine et l'accueil très digne et humain qu'on a fait aux déplacés ukrainiens, que ce n'était pas une question de moyens mais de volonté. C'est-à-dire qu'on accueille, ça va rejoindre le sujet que je vais faire tout à l'heure entre 11h et midi, on accueille plus facilement et on trouve des solutions d'hébergement aux réfugiés ukrainiens. Alors, plus qu'aux autres. Alors effectivement, les déplacés, c'est un choix en fait, effectivement, qu'a fait la France d'imperméabiliser, si vous voulez, l'accueil des déplacés ukrainiens pour ne pas engorger le dispositif de droit commun, donc le 115. Et donc on a imperméabilisé 2 systèmes. Et il se trouve que dans le système d'accueil des déplacés ukrainiens, il y a des places vacantes à la porte de la Villette. Il y en a 122. Il y a 122 personnes ukrainiennes qui sont logées sur 250 places. Et nous, ce qu'on demandait avec Utopia 56 et Médecins du Monde, c'était une fois que tous les déplacés ukrainiens sont hébergés, ouvrons les places vacantes justement pour désengorger le 115 et ne plus laisser des enfants dans la rue. Et on vous dit non ? Et l'État a refusé. On a été au Conseil d'État. Pourquoi l'État refuse ? Et alors, les arguments, premièrement, étaient de dire on veut pas, on a créé un dispositif imperméable et du coup, on ne veut pas engorger encore plus le 115, ce qui n'avait pas de sens puisqu'en ouvrant les places vacantes, on désengorgeait le 115. Et il fallait accueillir à tout moment les Ukrainiens de jour comme de nuit. Sauf que l'accueil, en fait, se fait tellement bien que justement, il y a des places vacantes en plus. Et au Conseil d'État, du coup, le ministre de l'Intérieur a reconnu qu'il y avait au plus haut de la crise que 162 Ukrainiens dans le centre sur 250 places. Mais le Conseil d'État nous a dit in fine qu'en Ukraine, les conditions climatiques pouvaient effectivement entraîner une nouvelle vague d'Ukrainiens et à tout moment ils peuvent arriver et que ça peut rapprocher le centre de sa capacité maximale. On nous a opposé un deuxième argument qui est quand même plus intéressant et plus fondé, qui est de dire que ce qu'on demandait, à savoir l'ouverture des places vacantes pour ne plus laisser les enfants dans la rue, c'était un choix politique. Et donc le Conseil d'État ne pouvait pas enjoindre à l'État de remettre en question des choix politiques. Merci à vous. De rien. Merci à vous. On va partir pour Lyon maintenant. Pourquoi Lyon ? Eh bien parce que rappelez-vous, là aussi c'est un sujet que je suis et sur lequel je ne lâcherai pas. Raphaël Vullier va être avec nous dans quelques instants, porte-parole du collectif Jamais sans toit à Lyon. Rappelez-vous des enfants hébergés dans un gymnase. L'État devait prendre le relais en fin de semaine dernière, mais ne l'a toujours pas fait. Nous sommes avec Raphaël Vullier. Dans un instant, dès que la communication téléphonique sera mise en place, l'État devait prendre le relais en fin de semaine dernière, ne l'a pas fait. La ville a trouvé une solution pour cette semaine, mais après, donc ces enfants sont toujours, et ces familles sont toujours dans des situations catastrophiques. Raphaël Vullier, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci. Bonne année. Et je tiens à aller jusqu'au bout de cette affaire. Les enfants que vous aidez sont toujours hébergés dans un gymnase. Alors, il y a sur les 262 enfants qui sont à la rue, donc qui n'ont pas de solution d'hébergement officielle dans l'agglomération lyonnaise. Il y en a 34 qui sont hébergés dans un gymnase à Lyon 2e arrondissement. Oui. Donc, 12 familles. Ça, ce sont les familles qui avaient été mises à l'abri par la ville de Lyon le temps des vacances scolaires, avec un financement par la ville de l'accompagnement social par l'Armée du Salut. Donc il faut saluer le travail et le professionnalisme. Formidable travail de l'Armée du Salut, je sais. Voilà. Et finalement, l'État devait prendre le relais. Voilà, le ministre d'ailleurs
devait tenir ses engagements. J'espère qu'il a pris des bonnes résolutions pour 2023. Il y a encore temps. Mais du coup, les familles devaient être remises à la rue le 3 janvier. Et comme l'État n'a pas apporté de solution dans le circuit légal de droit commun, la ville a décidé de prolonger pendant une semaine leur mise à l'abri. Oui, mais après... Voilà. Et ben après, donc, si j'ai bien compris, d'ici la fin de la semaine, il faut que l'État ait trouvé une solution. Ah, il faut que l'État ait trouvé une solution. C'est sa mission, c'est un rôle qui lui incombe. Voilà. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait des pistes, qu'ils allaient peut-être ouvrir l'ancien hôpital militaire de Desgenettes pour héberger des familles sans abri. Voilà. Le problème, c'est que les choses auraient pu être anticipées et que là, pour l'instant, c'est la ville qui assume une mission qui n'est pas de son ressort. Qui n'est pas de son ressort. Bien. Raphaël Vullier, nous vous appellerons, nous vous rappellerons tant que ces enfants ne seront pas hébergés correctement. On est bien d'accord. Merci beaucoup. On est d'accord, Raphaël Vullier. Allez. Merci beaucoup. Un porte-parole du collectif Jamais sans toi à Lyon. J'avais un auditeur sur la question. Bon, il a disparu. Je ne sais pas trop pourquoi, mais ça peut arriver. Il y a eu rupture de communication téléphonique. Il était là. Il voulait s'exprimer sur la question. Bien. Vous savez qu'entre 11h et midi, je vais revenir, mais autrement, sur cette polémique que je trouvais un peu inutile et stérile, même si elle soulève... Finalement, elle soulève beaucoup de questions. Elle n'est pas si stérile que cela. La polémique autour des propos de l'acteur Omar Sy. Vous savez que son film Les Tirailleurs, film dans lequel il joue, sort aujourd'hui en salle. Alors, les déclarations d'Omar Sy soulèvent plein de questions. Est-ce que certaines guerres nous touchent plus que d'autres? Est-il normal qu'une guerre en Europe frappe davantage nos esprits qu'une guerre en Afrique? Est-ce qu'il est allé au bout de ses propos? Est-ce que ces propos ont été commentés d'une manière trop polémique? Je ne sais pas, moi. Est-il normal qu'une guerre européenne frappe davantage nos esprits qu'une guerre en Afrique? On va en parler. On va parler des tentations identitaires, de l'éducation qu'il faut, pas la culpabilisation. Moi, je ne sais pas, moi. On va aussi revenir sur un peu d'histoire. On va faire un peu d'histoire. Les tirailleurs, personne n'imaginait, enfin peu savaient qu'il y avait des Noirs à Verdun. Oui, des tirailleurs sénégalais et autres à Verdun. Enfin bon, on va parler de tout cela entre 11h et midi. Il est 10h56, vous êtes sur Sud Radio.